Bienvenue à toutes et à tous dans le quiproquo, acte 10. Beaucoup se sont posé la question de pourquoi je ne me suis jamais prononcé sur le clivage politique qu'il y a sur cette question de la guerre de l'Est. J'ai toujours rappelé un principe, c'est que, comme l'a dit Charles Nana dans son livre L'Holocauste du Congo, la guerre de l'Est, dès lors que vous sortez dans sa dimension historiciste, vous vous perdez, parce que il y aura toujours des faits, des contextes qui en feront un élément ou un fait politique. Malheureusement, c'est devenu une culture et une tradition chez les politiques congolais. Pendant que le Congolais meurt, pendant que nous comptons par milliers des vies humaines que nous perdons, pendant que l'économie de la République est en train de saigner, pendant que la survie de l'État est mise en mal, les politiques congolais dans leur politique, permettez-moi cette redondance d'autruche, ont tendance à désacraliser ces choses et en faire des instruments pour faire valoir leurs arguments, leurs points de vue politiques. Je ne reviendrai pas sur pourquoi, parce que je vous ai déjà expliqué dans ce quiproquo, la plus grande maladie des hommes politiques congolais, c'est l'absence d'un débat de fond. Quand on a des ténors politiques qui ont de visions incomprises par le Congolais, quand pendant le joute, quand pendant les périodes électoraux, on a des débats qui fouillent les questions de fond, quand c'est généralement des questions personnelles, claniques et individualistes, il est logique que les éléments de politique soient orientés vers des faits qui n'ont rien à voir avec les questions de développement. La preuve, la question de la guerre de l'Est, c'est devenu une occasion pour beaucoup de se refaire, une position politique pour beaucoup de se faire valoir, au mieux, je vais utiliser un argument commercial, de se vendre. Pas besoin de vous rappeler les différentes déclarations. Mais aujourd'hui, la grande question c'est, Kabila était à Goma ou il n'était pas à Goma? À quel moment on prendra conscience que justement l'une des plus grandes faiblesses, c'est de dépersonnaliser le débat sur la question de la guerre de l'Est? Faisons un exercice, une question de fond. En quoi l'information de la présence ou pas de Kabila à Goma fait évoluer la situation? Alors je sais, le plus tatillon diront, mais écoutez, Kabila c'est quand même un acteur majeur, s'il était à Goma, ça veut dire qu'on peut établir un lien avec le M23. Ma foi, il n'a pas besoin d'être présent ou ne pas être là pour établir un lien. Les gens qui m'ont suivi lors de l'émission à Univers TV, après sa première sortie médiatique, j'ai donné le carte. Je m'étais rendu compte finalement que Nanga n'était là que pour tenir le drapelet pour une cause bien plus grande. C'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un qui, jusqu'à preuve du contraire, je ne connaissais pas dans les orientations belliqueuses. Cette sortie médiatique était de nature à dire le combat a pris une autre tangente. L'acteur sur terrain ne peut pas tenir les approches politiques. Il faut un visage de proue pour finalement porter cet étendard. La question c'est que depuis qu'il est rentré dans ce jeu-là, on n'a presque plus entendu Nanga. Nanga a été relégué au second plan. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est lui le vrai tenant de l'AFC? C'est pas ce que je dis. Mais dans le jeu politique, il a presque pris le gros, le contrôle. Il est celui qui parle le plus sur cette question de la guerre de l'Est que eux-mêmes les tenants. Nanga, qui était justement la branche administrative, fait pratiquement le rôle de la branche militaire. Il n'est plus très actif et très parlant comme avant. Je veux qu'on fasse un exercice. La question de la présence de Kabila n'est pas la question la plus importante parce que même dans cette présence, il y a un quiproquo. C'est pour ça qu'on est là. Les quiproquos, c'est que quand vous suivez les différentes déclarations, il y a beaucoup trop de contradictions. Qui, sans faire la Sorbonne ou encore à Harvard, on peut établir une forme soit de culpabilité, soit une brèche qu'on établit, soit une alliance non dite qui serait entre les deux. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que quand on a été chef de l'État, on a passé son mandat à combattre le M23. On a été le premier à faire évoluer le statut de groupe armé à terroriste. Et que revenir par la suite pour colorer et donner une connotation congolaise à cette guerre, on n'a pas besoin de beaucoup d'intelligence. C'est à ce niveau-là que se situe les quiproquos. Maintenant,
Que devrait-il faire? J'ai comme l'impression qu'il s'enlise un peu. Quand on a déjà beaucoup trop parlé, quand on a beaucoup trop fait, il est difficile de faire marche arrière. Mais il est peut-être possible, comme la plupart des politiques, qui certes n'ont pas l'aura de Kabila, mais qui ont dit presque la même chose que lui sans le dire vraiment. Qu'on saisisse cette occasion où les médiations, le front de médiation s'ouvre partout au monde, où beaucoup espèrent déjà un changement de l'ordre politique de pouvoir se repositionner. Et si cet imbroglio était une occasion pour faire marche arrière sur l'ordre constitutionnel et politique, pour permettre notamment à Kabila, qui est frappé par les limitations de la Constitution, de pouvoir revenir. Mais la question, qui ont créé le chemin? J'ai envie de dire la brèche. Je disais malheureusement aux gens du pouvoir qui n'ont pas compris. Quand dans ces contextes, vous engagez un débat sur le changement de la Constitution, il faut tenir compte des péripéties et du caractère prédateur de l'homme politique congolais. Tout homme politique comme un loup ne cherche qu'une petite occasion pour pouvoir saisir la balle au bon. Parce que qui dit changement de la Constitution, c'est remettre le compteur constitutionnel à zéro. On passera sous une autre république et dans la malice de l'acteur politique congolais, ça serait tout recommencer à zéro. Et ce que vous oubliez, même une transition politique peut nous ramener en arrière. La grande question n'est pas se demander si Kabila est ou pas M23. La grande question c'est, si jamais il décidait de porter l'étendard de ce changement de l'ordre politique, quel serait le sort de la République demain? Parce que je vous rappelais un élément essentiel, la sous-région n'a jamais été avec le chef de l'État Tshisekedi. La sous-région jusqu'à aujourd'hui est restée dans les conciliations amicales d'autrefois. Et la sous-région n'est pas avec lui pour deux raisons. La première, j'ai toujours rappelé, il est venu au pouvoir imposé par l'ordre interne. Il n'y a aucune puissance internationale qui a imposé Tshisekedi. Tshisekedi est venu du fait qu'il y a eu élection et puis il y a eu un prédécesseur qui a voulu ces changements-là. Et Kabila s'était porté comme étant le mentor, comme étant le porte-étendard au niveau de la sous-région, et il a fait un effort de maintenir son influence. Où à chaque discussion politique, les choses devraient commencer par lui. Il s'est donné en gage de crédibilité pour la République. La preuve, il est dans tout le salon et il est dans toutes les orientations. Malheureusement, si le général Delphin Kayimbi était là de triste mémoire, il vous dirait également que pour faire accepter nos propres élections, on a dû céder quelques brèches. Si on a donné beaucoup trop de pouvoir à Kagame, c'est parce qu'on a fait de lui également un gage de la sous-région quand l'Union africaine à l'époque, dirigée par la Commission de l'Union africaine dirigée par Kagame, a décidé de rejeter nos élections. Et c'est généralement l'ensemble de ces orientations politiques qui font en sorte que nous soyons comme deux chiens tenus en laisse aujourd'hui. Le comble ce que l'homme se bat, il veut changer les choses, mais il lui faudra du temps. Et il lui faudra du soutien. Le soutien, est-ce qu'il en a? Je pense pas. Un vieux sage a dit, le mal reste le mal, peu importe qui le commet. On ne peut pas corriger une erreur par une autre erreur. On reproche au pouvoir en place d'être ségrégationniste et séparatiste. Ça, c'est pas moi, c'est ce que le politique de l'opposition pense. Mais quand vient la question de la République, vous décidez de prendre une autre tangente, vous corrigez une erreur par une autre erreur. Je préfère être traité de séparatiste chez moi dans la famille avec mes frères et sœurs que d'agir en séparatiste quand je suis au milieu de mes amis. Et ça, malheureusement, on ne sait pas le corriger. C'est bien de crier à la division interne, c'est bien de crier à l'implosion. Vous êtes allé très loin, même à engager un combat entre tribus. C'est bien pour vous. Mais la question, c'est que si vous n'êtes pas capable de soutenir, si vous n'êtes pas capable de tenir un discours cohérent avec celui qui est certes d'une tribu différente, mais qui partage la même nationalité que vous, vous n'êtes pas différent d'un djihadiste, d'un salafiste ou encore d'un extrémiste islamiste. On veut de l'unité, on reproche aux autres la division.
mais on pratique la division à une échelle un peu plus élevée. Revenons au bon sentiment. La question de la République est une question existentielle et essentielle. Aucun d'entre vous, si tant est qu'il ait eu l'occasion de convaincre l'Occident d'arriver au pouvoir aujourd'hui, ne pourra se rendre compte du mal que vous faites à la République en sous-traitant les orientations politiques de la République. Il est grand temps que nous continuions sur cette lancée, où nous avons décidé de mener une politique en interne et de prendre à bras le corps notre propre destin. Ça commence par se désaliéner de nos influences politiques de l'extérieur. L'incapacité de condamner un acte mal posé par un État voisin parce qu'on se dit politiquement mes centres de lobbying sont partagés avec eux. C'est loin d'être de l'hypocrisie, c'est de la trahison de la République. Malheureusement, c'est ça le quiproquo. On condamne la division, mais on pratique la division à une échelle un peu plus élevée. J'ai envie de dire comme Bosso, quittez les groupes armés, mais je ferai mieux. Quittez la sorcellerie, chers politiques. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Quiproquo parce que nous sommes de retour. Mais cette fois, je vous amène une édition spéciale sur le complot contre la RDC. On va aller au-delà des considérations historiques évoquées par Charles Onana dans son livre. Je vais vous ramener les éléments essentiels pour savoir qui est qui au niveau de la sous-région et quel État joue quel rôle parce que Kagame a cessé d'être le point focal des États-Unis depuis un certain moment et c'est Ruto, le Kenyan, qui joue ce rôle. Il ne faudra pas qu'on se trompe d'ennemis, il faudra qu'on sache où on va et avec qui on combat. On se retrouve très vite pour un autre numéro de Quiproquo, sinon c'est toujours un plaisir de marcher ensemble avec vous et ensemble, toujours plus haut. À très vite.